Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de résonance magnétique nucléaire. Effectivement, on fait de la recherche dans le laboratoire sur les processus de reconnaissance dans l'eau, ce qui nous mène à poser des questions un petit peu plus larges, dont celle de l'importance de l'eau dans l'émergence de la vie. Alors, ça touche tant à la question de l'émergence de la vie qu'à des questions d'exobiologie. Donc, je suis très contente d'être ici. Je vais un petit peu compléter une histoire, ou bien co-construire, pour utiliser le mot du jour, avec mes collègues Hervé Cotin et Emmanuel Javot, qui ont déjà parlé sur l'origine des molécules organiques et sur l'origine de la vie, mais en parlant du côté des roches plutôt que de la matière. Donc moi, je vais vous parler ici, également en tant que chimiste, de la question et de l'importance de l'eau pourquoi l'eau est tellement importante dans la question de la vie. Donc la vie pourrait-elle se construire dans l'eau, sans eau? Donc la vie aujourd'hui, la vie telle que nous la connaissons sur Terre, donc ici représentée par quelque chose de très simplifié d'une cellule eucaryote, est basée sur la présence d'ARN et ADN, donc de cette macromolécule biologique. Les macromolécules biologiques, donc de l'ARN et de l'ADN, également donc qui sont le codage de l'information, la transmission de l'information, les protéines qui jouent un rôle extrêmement important dans nos différents processus, que ce soit pour nos anticorps, que ce soit les enzymes qui vont catalyser nos réactions biologiques, mais également des molécules importantes que sont les lipides qui vont former les bicouches lipidiques qui vont former nos cellules et aussi autour d'autres organelles. Les sucres, donc les sucres, que ce soit l'amidon, que ce soit cellulose ou que ce soit le glycogène qui est notre source d'énergie que nous stockons. Et souvent, les biologistes, les biochimistes, les biologistes moléculaires, lorsqu'ils parlent des molécules du vivant, ils rajoutent comme 5e biomolécule l'eau. Et donc, l'eau qui est vraiment représentée comme quelque chose qui est extrêmement important dans la vie aujourd'hui. Alors si maintenant on se tourne plutôt vers la question de la vie, de l'origine de la vie et de la vie ailleurs, on va plutôt s'intéresser à ce moment-là à ce qu'on appelle le domaine de l'exobiologie, qui est donc l'étude de la vie dans l'univers. Alors si on regarde qu'est-ce que veut dire l'exobiologie, donc c'est l'étude des conditions et des processus qui ont permis l'émergence du vivant, donc la question de l'origine de la vie sur notre planète, et ont pu ou pourraient le permettre ailleurs. Donc c'est l'étude de l'évolution de la matière organique vers des structures plus complexes, ce que nous faisons actuellement dans nos laboratoires également dans l'eau. Et dans cette question de l'exobiologie, il y a souvent la question de l'eau qui est vue comme un biomarqueur, donc vraiment vue comme, Hervé nous a parlé ce matin, des molécules organiques qui sont vues comme des biomarqueurs de la vie, mais l'eau également est représentée comme un biomarqueur. Alors pour vous illustrer la façon dont c'est représenté sur des sites comme le site de la NASA, donc c'était le terme, le mantra c'est « follow the water », donc « suivez l'eau pour la vie ». Alors j'ai repris ici 2 extraits du site de la NASA, un qui date de 2015, où il parle, que la NASA confirme qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. Donc ça c'est 2015, l'eau liquide sur Mars. Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait de l'eau liquide ou pas de l'eau liquide, je vais voir évidemment que les choses ont évolué, c'est plutôt vous montrer le lien qui était fait dans leur expression. Ils disent qu'il y a de l'eau liquide et ils disent « follow the water for the search for life ». Donc il y a bien le lien eau et vie. Plus récemment, 2022, on est un petit peu tempéré, on dit on peut montrer qu'il y a eu des traces, qu'il y a eu de l'eau sur Mars, mais reste l'idée ici, toujours, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à savoir qu'il y a eu des traces d'eau? Parce qu'il y aurait peut-être eu des traces de vie. Donc c'est ce raccourci qui est un petit peu fait au niveau de l'eau et de la vie. Alors, parce qu'on a cette définition, ce lien qu'on fait entre eau et vie, il y a également la définition de zone habitable qui est donnée. Donc, la zone habitable, ça va être la région dans laquelle de l'eau peut exister à l'état liquide, donc très important à l'état liquide, à la surface d'une exoplanète. Alors, c'est aussi connu comme la zone boucle d'or parce qu'il faut que ce soit ni trop chaud, ni trop froid. Alors, pour illustrer ça, j'ai voulu reprendre de l'université de ma collègue Emmanuel, donc les travaux qui ont été faits avec TRAPPIST, où je trouve que cette illustration est vraiment extrêmement jolie. On voit l'étoile naine TRAPPIST 1 et on voit qu'il y a toutes ces planètes rocheuses. Ici, trop près, on voit que c'est de la vapeur d'eau, et trop loin, on voit ici des petits glaçons. Donc, on voit bien qu'il y a une région où l'eau est liquide. Donc, c'est une façon d'illustrer cette zone habitable.
Alors, dans tout ça, la vraie question, donc la question qu'il faut se poser, c'est la vie aurait-elle pu voir le jour sans eau, ou d'une manière encore plus complète, la vie telle que nous la connaissons pas pourrait-elle voir le jour sans eau? Donc c'est vraiment la question qu'on se pose, juste, moi je ne vais pas vous dire qu'il y a eau, il y a vie, bien loin de là, mais c'est plutôt se poser pourquoi est-ce que l'eau est mise en avant comme étant un facteur extrêmement important. Donc Hervé, ce matin, vous a donné une définition pour la vie. Moi, je vais encore simplifier encore plus. Je vais juste ici vous montrer ce qu'on entend par les conditions minimales pour la vie. Alors, pour ces conditions minimales pour la vie, il faut une frontière. Donc, illustré ici dans le petit schéma en dessous, il faut une frontière, il faut que les choses soient un petit peu confinées. Donc, il faut cette frontière. Il faut également qu'il puisse y avoir une chimie, donc une chimie qui soit une chimie assez riche, où on peut avoir des transformations, on peut avoir de la génération d'énergie, on doit pouvoir évidemment dupliquer pour avoir de nouveau des générations futures, donc avec des imperfections pour pas juste dupliquer exactement la même chose, mais donc il faut bien la chimie pour les transformations, la réplication, la régulation, et il faut un solvant. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un solvant? Alors si on veut comparer ça aux autres phases, la phase gazeuse, on serait beaucoup trop dilué. Donc la probabilité de rencontre entre les molécules pour qu'il se passe quelque chose devient extrêmement difficile. Et si on travaille à l'état solide, là c'est vraiment une question de cinétique. La cinétique, on sait qu'évidemment il y a une échelle de temps géologique, mais pour la vie, l'échelle de temps géologique, c'est quand même un petit peu lent. Donc il faut quand même qu'on puisse avoir une cinétique, un processus, la diffusion qui puisse avoir lieu, qui est évidemment très compliqué si on pense à l'état solide. Donc ça, ce sont les facteurs qui plaident pour qu'on travaille, pour que la vie soit dans un solvant. Alors si on regarde maintenant quelles sont les conditions ou les caractéristiques essentielles du solvant. Je ne dis pas que ce sont les seuls, mais on doit regarder quelles sont ces caractéristiques. Première chose, il faut qu'il soit abondant. Il faut quand même qu'on puisse avoir suffisamment de liquide pour que la vie puisse se faire. Il faut que ce soit aussi liquide dans une bonne gamme de température de pression. Si maintenant on est limité avec quelques degrés ou quelques différences de pression, on va vite être limité pour pouvoir imaginer que la vie puisse perdurer. On doit évidemment avoir un solvant qui peut également dissoudre une large gamme de solutés, que ce soit des ions, que ce soit des molécules polaires, que ce soit des macromolécules. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient solubles. Mais en plus, il faut que ce solvant, non seulement ça doit être soluble, ces molécules doivent rester stables, donc il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui détruise dès qu'il y a une molécule qui est mise dedans, mais qu'il faut aussi avoir ici une certaine variété de transformations chimiques qui puissent avoir lieu. Donc, soluble, des transformations, également la stabilité de ces différentes molécules ou assemblages moléculaires qui vont exister au moment où on est en train de passer d'une molécule à une autre. Donc, je vais un petit peu regarder tous ces différents points et faire le lien avec l'eau et voir si l'eau répond à ces critères. Et aussi, pour terminer, je vais comparer ça à d'autres solvants qui sont parfois mis en avant comme étant des solvants potentiels pour la vie, surtout quand on est en train de chercher parmi les exoplanètes, pour expliquer pourquoi l'eau est vraiment ce solvant et qui mérite d'être vu comme un biomarqueur. Regardons d'abord la question de l'abondance. Alors, si on regarde l'abondance des éléments dans notre galaxie, alors ici, ce sont les abondances relatives au silicium qui a été mis comme étant égal à 1. On voit évidemment qu'il y a énormément des éléments plus légers. Donc, on regarde l'abondance de l'hydrogène et de l'oxygène et du carbone et de l'azote. Donc, je pourrais aller au-delà juste des atomes qui constituent l'eau, mais également les atomes qui constituent les molécules organiques. Donc, ce n'est pas étonnant que l'eau soit abondante. Il y a énormément d'hydrogène, il y a énormément d'oxygène. Donc, là, il n'y a pas de problème et nous savons que l'eau est abondante, que l'eau soit sur les comètes sous forme de glace ou que l'eau soit sous forme de vapeur qu'on puisse détecter. Donc, l'eau, oui, il n'y a pas de souci, l'eau est abondante, tout comme les molécules organiques. Mais j'attire quand même l'attention que la présence d'eau n'est pas garantie de vie, tout comme discuté ce matin, la présence de molécules organiques n'est pas garantie de vie, puisqu'on peut créer des molécules organiques, l'expérience de Urey-Miller ou d'autres expériences, de manière totalement abiotique. Mais l'eau est abondante si on regarde tout simplement l'abondance des éléments dans notre galaxie. Alors regardons quelques caractéristiques de l'eau. Alors, la molécule d'eau, un tout petit peu de chimie, donc c'est une molécule où l'oxygène
a ce qu'on appelle une hybridation sp3, ce qui a comme conséquence que cet atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène va nous donner une molécule qui n'est pas linéaire. Donc on a une molécule avec deux liaisons oxygène-hydrogène qui sont en plus polarisées. Donc l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, on a une liaison polarisée, donc deux liaisons polarisées, et deux doublets qu'on appelle des doublets d'électrons non liants. De par la polarisation de cette molécule, on se retrouve avec une molécule qui a un moment dipolaire. Donc on se retrouve avec une molécule dipolaire. Ça, c'est au niveau de la molécule. On parlera du solvant dans un instant. Donc ça, c'est les caractéristiques de la molécule. Si on regarde maintenant un petit peu plus loin dans sa chimie, c'est une molécule qui peut jouer le rôle qu'on dit qui est amphotère. Elle peut être tant acide que basique. Donc on peut se retrouver avec la molécule d'eau qui est ici. On peut avoir la perte d'un hydrogène pour trouver la base conjuguée, ou bien on pourrait trouver le gain d'un H+, d'un proton, pour avoir l'acide conjugué. Donc peut jouer tant le rôle d'acide que de base, et donc peut être un transporteur de protons, peut en donner, peut en reprendre, qui est une chose importante. Et en plus, la base et l'acide conjugué de la molécule d'eau ne sont pas des bases très très fortes ou des acides très très forts. Donc on ne va jamais se retrouver dans des conditions extrêmes qui pourraient poser problème avec d'autres types de solvants qui sont parfois évoqués lorsqu'ils se protonnent ou se déprotonnent. Une autre propriété de la molécule d'eau, c'est que cette molécule d'eau, comme il y a deux hydrogènes qui sont ce qu'on appelle delta+, donc la différence d'électronégativité fait qu'il y a une déficience de densité électronique, donc delta+, donc deux hydrogènes delta+, et on a deux doublets d'électrons non liants. Et tant les hydrogènes delta+ que les doublets d'électrons non liants peuvent s'impliquer dans ce qu'on appelle un lien hydrogène. Et un lien hydrogène, c'est le partage de la densité électronique entre un hydrogène à qui il manque de la densité électronique et un doublet d'électrons non liants qui se trouve sur un atome électronégatif comme l'oxygène. Donc ça, je vous le montre ici sur une molécule d'eau, donc la possibilité de faire être donneur de deux liens H et la possibilité, de par les doublets d'électrons, d'être accepteur de deux liens H. Alors si on met maintenant un grand ensemble de molécules d'eau ensemble, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec un réseau ici, puisqu'ils sont donneurs et accepteurs de liens H. Ces molécules vont former un réseau très dynamique. On ne se retrouve pas avec un cristal. On a parlé de cristaux hier. Ici, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui est dynamique. Ces molécules d'eau vont échanger leurs liens H, mais on se retrouve quand même avec un solvant qui est très, très structuré. Donc un solvant structuré mais dynamique. Et c'est particularité de l'eau d'être un solvant aussi structuré lui donne énormément de propriétés qui sont totalement uniques par rapport aux autres solvants. Alors, quelles sont ces propriétés de l'eau dont je veux vous parler? La première, et ces propriétés sont toutes la conséquence de ces liens qu'elles forment, toutes ces molécules entre elles. Alors pour ceux qui ont l'âge de se souvenir de l'expérience qui avait été faite sur la mémoire de l'eau, personne, j'ai un grand vide là, mais donc la mémoire de l'eau, donc les gens qui ont fait cette expérience. Donc moi, quand je suis devant un public qui se souvient de toute l'histoire des mémoires de l'eau, je dis oui, l'eau a une mémoire, mais elle est très très courte. Parce que si je reviens en arrière, ces molécules s'échangent entre elles à 10-11 secondes. Donc c'est une mémoire, mais elle est bien trop courte pour que les travaux qui avaient été mis en avant puissent avoir un sens dans le domaine de l'homéopathie. Alors, les propriétés de l'eau. Première propriété de l'eau, c'est que si on compare à d'autres molécules de même taille, de petite taille, elle a une température, donc le solvant eau ici, plutôt de solvant fait de molécules de même taille, on a une température d'ébullition qui était particulièrement élevée. Donc on voit ici que l'eau a une température d'ébullition donc de 100 degrés, alors que pour le méthanol, on va se retrouver avec une... Oui, donc c'est ça, une température qui est aux environs des 50-60. Excusez-moi, je les ai ici en Kelvin, donc 373 ou 337 si on prend le méthanol, ou si on va le méthane, autour de 112 Kelvin. Donc pour des molécules de même taille, pour le solvant, on se retrouve avec une température d'ébullition extrêmement élevée. Ce qui veut dire que l'eau va rester sous forme liquide jusqu'à des températures assez élevées par rapport à ces autres solvants. Elle a aussi une chaleur spécifique qui est extrêmement élevée. Donc, si on compare au décane ou à d'autres solvants organiques ou le méthane, ou même au formamide,
on voit ici que nous avons une chaleur spécifique qui est élevée, ce qui veut dire qu'il faut fournir, donc la chaleur spécifique, c'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir à 1 gramme de la matière pour augmenter d'1 degré. Alors plus cette valeur est élevée, plus il faudrait fournir de la chaleur pour pouvoir augmenter le solvant. Donc plus cette valeur est grande, plus le solvant joue le rôle de tampon thermique. Donc vous voyez bien, si vous deviez mettre une bouteille ou un verre avec de l'acétone sur votre appui de fenêtre en plein été, va être évaporé tout de suite, alors que l'eau va quand même s'évaporer d'une manière beaucoup plus lente. Donc on reste avec notre liquide parce qu'il faut fournir plus d'énergie avant de pouvoir le passer de l'état liquide à l'état vapeur. Elle a aussi une très grande constante diélectrique, donc de par la présence de ce moment dipolaire, elle a une très grande constante diélectrique, et cette constante diélectrique fait que l'eau va écranter les interactions électrostatiques. L'illustration, vous mettez du sel, du NaCl dans l'eau, ça se dissout. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Les ions sodium et les ions chlorure, charge positive, charge négative, vont entre autres être écrantés, puisque plus la constante diélectrique est élevée, plus les interactions sont écrantées. Vous essayez de mettre du sel dans de l'huile d'olive, constante diélectrique faible, votre sel il ne se dissout pas, il tombe au fond. Donc ça permet d'écranter ces interactions, permettre de garder des ions en solution. Alors, 2 autres propriétés, mais que je vais ici illustrer avec des jolies images, c'est évidemment la grande tension superficielle, donc l'exemple des gouttes d'eau, ou bien l'exemple de l'insecte qui marche sur l'eau, c'est vraiment l'illustration de la très grande cohésion de l'eau. Et l'autre élément important, c'est que c'est un solvant dont le solide correspondant flotte. Donc, la glace a une densité qui est plus faible que l'eau. Vous prenez d'autres solvants, quand ils gèlent, ça va tomber vers le fond de votre récipient. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire que il fait très très froid à l'extérieur, si nous regardons nos amis canadiens, il fait très froid, le lac va geler, mais en dessous, ça reste liquide. Donc il faut prendre assez longtemps pour que cette couche de glace veut dire qu'on n'a plus rien comme liquide. Donc ça joue le rôle de tampon, ça joue le rôle, ça isole, si vous voulez, par rapport à la phase liquide en dessous. Donc on se retrouve de nouveau avec quelque chose qui joue le rôle de barrière et permet de garder une phase liquide plus longtemps. D'autres solvants, le solide va s'accumuler petit à petit, on va se retrouver totalement avec une phase solide. Donc toutes ces propriétés dont je vous ai parlé sont vraiment le résultat du fait qu'il y a ce solvant qui est structuré. Ces interactions, ces liens hydrogènes qu'on peut faire entre les différentes molécules expliquent toutes ces propriétés exceptionnelles de l'eau comme solvant comparé à d'autres solvants. Mais je vous ai encore expliqué une autre propriété qui est liée à la solubilité de différentes espèces dans l'eau. Alors, on va d'abord regarder qu'est-ce qui est soluble dans l'eau. Alors, je venais de donner l'exemple du NaCl, donc le sodium Na+, est soluble dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir toutes ces molécules d'eau qui vont venir hydrater l'ion sodium en mettant la partie chargée négativement de l'oxygène et va venir l'entourer. Et ces cations, ces espèces chargées positivement, sont solubles dans l'eau. La même chose avec l'ion chlorure. Donc on prend l'ion chlorure ici. Ça peut être, ou les anions de toute façon. On va avoir les hydrogènes delta+, qui vont pouvoir former des liens hydrogènes, si vous voulez, avec les espèces anioniques. Et également, si maintenant on prend des molécules qu'on dit polaires, qui sont solubles dans l'eau, illustrées ici avec une molécule de sucrose, donc votre sucre que vous mettez dans votre café, on a ici énormément d'atomes d'oxygène et d'hydrogène avec lesquels les molécules d'eau peuvent former des liens hydrogènes. Donc, les cations, les anions et les molécules polaires sont facilement solubles dans l'eau. Ça, vous le faites tous les jours, vous le voyez d'une manière tout à fait régulière, que ce soit par des interactions favorables avec les molécules d'eau. Donc ça, c'est pour ce qui est soluble dans l'eau. Alors, regardons maintenant, et c'est là qu'il y a une propriété extrêmement importante, si je prends une molécule qui est, qu'on va dire, amphiphile. Donc, il y a une partie qui est soluble dans l'eau, une partie qui n'a pas tellement à être en interaction avec l'eau, donc elle est quand même présente en solution. Et je l'illustre ici avec mon petit Pac-Man vert et la partie où je n'ai pas dessiné des molécules d'eau
c'est la partie qui interagit bien avec les molécules d'eau. Donc elle forme des liens hydrogènes, elle ne vient pas trop perturber la structure de l'eau, et donc l'eau s'accommode. On n'est pas venu mettre un grand désordre, on n'est pas venu mettre ici une grande boule en plein milieu qui fait que les gens ne peuvent pas se distribuer, donc il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, les surfaces qu'on dit hydrophobes, les surfaces qui n'aiment pas l'eau, paradoxalement, on peut l'expliquer si on regarde la thermodynamique, les molécules d'eau qui sont déjà structurées dans le solvant se structurent d'autant plus au niveau de ces surfaces hydrophobes. Comme ils n'ont pas leurs 4 voisins qu'ils ont d'habitude lorsqu'ils sont en train d'échanger entre elles, ces molécules d'eau, elles vont se lier d'autant plus fort entre elles au niveau de ces surfaces hydrophobes. Donc illustré ici sur le Pac-Man avec les 3 petites molécules que j'ai dessinées ici, et sur le carré avec les 4 molécules d'eau qui sont dessinées là. Donc si on fait un tout petit peu de thermodynamique, sans en montrer des équations, ça veut dire qu'on a plus structuré le système qu'il ne l'était auparavant, puisque les molécules d'eau sont d'autant plus structurées, et à l'encontre du deuxième principe, ou pas, le deuxième principe de thermodynamique, ici, on va avoir l'entropie du système qui chute. Donc il y a moins de désordre dans le système. Donc ces molécules d'eau sont structurées, l'entropie a diminué. Mais toute réaction, toute interaction, on souhaiterait que l'entropie augmente, deuxième principe, mais évidemment qu'on a aussi des interactions, des énergies favorables. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends mon Pac-Man vert et mon carré bleu? Qu'est-ce qui se passe maintenant s'ils interagissent entre eux? Ils vont former ici un complexe d'associations. Ce complexe va former d'autres types d'interactions non covalentes qui sont favorables au niveau des 2 bords ici. Mais les molécules d'eau qui étaient structurées, elles sont expulsées. Donc si ces surfaces hydrophobes se mettent ensemble, elles vont retrouver d'autres interactions favorables, mais surtout les molécules d'eau sont expulsées. Elles retrouvent toute leur liberté, si vous voulez, et l'entropie du système augmente. Et on peut montrer, on peut faire des calculs et on peut regarder, on peut faire des expériences, et on voit que l'entropie des molécules d'eau libérées est plus importante que la perte d'entropie du fait qu'on ait mis les 2 autres entités ensemble. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc on a un gain d'entropie. Donc le fait d'associer des surfaces hydrophobes, grâce à l'expulsion des molécules d'eau, on va appeler ça l'effet hydrophobe. Et cet effet hydrophobe, puisque l'expulsion qu'on pense, est vraiment quelque chose qui est extrêmement favorable. Alors pour illustrer des exemples de tous les jours de cet effet hydrophobe, un, c'est si vous mettez de l'huile dans de l'eau. Vous allez avoir l'huile, vous pouvez le mélanger comme vous voulez, puis l'huile va aller flotter parce que la densité est plus faible, mais surtout parce que les molécules d'huile veulent être ensemble. On peut faire ça d'une manière un tout petit peu différente. Si on met maintenant dans l'eau des surfactants, ce sont ce que nous avons dans nos savons, dans nos produits d'entretien, on met des surfactants qui sont également des molécules amphiphiles, donc une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau. Si vous mettez, ça dépend de la forme de la molécule, elles peuvent s'arranger pour former des micelles, donc des micelles comme on entend dans des eaux micellaires dont on entend parler, peuvent former des micelles, et si maintenant la molécule est une forme un peu plus cylindrique, on va pouvoir former ce qu'on appelle des liposomes ou des vésicules. Donc des vésicules, ça ressemble finalement un peu à une cellule, donc une membrane cellulaire. On a de l'eau à l'intérieur, puisque ici, ce sont les petites boules jaunes qui aiment l'eau, et on a de l'eau à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui se passe spontanément dans l'eau. Vous mettez des molécules amphiphiles, elles vont, grâce plutôt, à l'effet hydrophobe, les parties hydrophobes vont se mettre ensemble. Une autre chose extrêmement importante, c'est les protéines, dont on a parlé également ce matin, dont nous a parlé également Hervé. Les protéines, qui sont des grandes molécules extrêmement longues, elles doivent se replier, elles doivent avoir une structure tridimensionnelle qui leur permet d'avoir leur fonction. Et qu'est-ce qui pousse, quel qui est vraiment l'élément moteur du reploiement des protéines? C'est l'effet hydrophobe. Donc illustré ici avec une protéine d'une manière schématique, où on a des chaînes hydrophobes en mauve et des chaînes hydrophiles en vert. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est hydrophobe va faire un peu un collapse et aller vers le centre de la molécule. Donc l'effet hydrophobe peut être illustré par le reploiement de ce type de molécules, où on va pouvoir, grâce à cet effet hydrophobe, les structurer.
Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucun autre solvant qui a un effet qu'on pourrait appeler à ce moment-là solvophobe marqué. Donc ici, c'est vraiment parce qu'on a un solvant structuré qu'on pousse ensemble des entités qui n'aiment pas être dans le solvant. Alors, cet effet hydrophobe fait que l'eau est également ce que j'appelle une marieuse moléculaire. En ce sens que si je prends maintenant de nouveau, ici je vais l'appeler un récepteur, pour faire le lien avec la biologie. Donc ici, j'ai un récepteur où il y a un site favorable pour reconnaître, pour qu'un ligand puisse arriver, que j'ai représenté ici, ce ligand avec cette forme un petit peu particulière jaune. Donc au niveau des interactions entre le ligand et le récepteur à la frontière, il y a des interactions non covalentes qui vont exister. Des interactions de Van der Waals, de Bay, de Kiesom. Il y a différents types d'interactions non covalentes. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe avec l'eau. Et on peut imaginer qu'il y a encore où l'eau peut jouer un rôle pour faciliter ces complexes d'association. Premièrement, il y a cette zone, schématiquement, que j'ai représentée ici, un petit peu hachurée, qui a l'effet hydrophobe, qui est un effet donc qui est moteur pour l'association. Mais l'eau également, comme c'est une petite molécule qui peut aussi bien être donneur qu'accepteur de lien H, il y a énormément de systèmes où les molécules d'eau vont venir jouer un rôle et lier les deux parties ensemble. Donc de par sa petite taille et de par la possibilité de former deux liens H et d'en accepter deux, elle peut jouer le rôle de liant également. Et ici, j'ai illustré avec la structure cristallo d'une protéine où on voit qu'entre deux chaînes d'acides aminés, ici la tyrosine 64 et le tryptophane 156, donc qu'importe, mais vous voyez qu'il y a une petite molécule d'eau qui est là et qui va permettre de faire le lien. C'est un petit peu la tirette, si on veut, entre les deux entités, parce qu'elle est petite, elle peut s'y mettre, elle ne va pas perturber le système, et elle va donner une main d'un côté et une main de l'autre. Donc l'eau, elle joue un rôle important dans la structure, mais également la dynamique de ces structures moléculaires, de par l'effet hydrophobe, mais également de par le fait que c'est une petite molécule qui peut former le lien. Alors, avec toutes ces propriétés que je vous ai données, on va un petit peu revenir sur le cliché que je vous ai montré, où j'ai parlé des conditions minimales qu'il fallait pour ce solvant. Alors, l'abondance, j'ai déjà illustré cette question-là, mais regardons maintenant les autres questions. Liquide dans une bonne gamme de température de pression. Donc, température d'ébullition élevée, grande chaleur spécifique, grande tension superficielle, la glace qui flotte sur l'eau, toutes ces propriétés assurent à l'eau une grande zone de stabilité en pression et en température. La question des solutés dans l'eau, on a vu que comme l'eau est un solvant polaire, comme l'eau est donneuse et accepteuse de liens hydrogènes, capable de solubiliser une large gamme de solutés, qu'ils soient polaires, qu'ils soient aussi amphiphiles, donc c'est un bon solvant. La question qui peut être adaptée à une variété de transformations chimiques, on a vu, donc d'abord, il y a beaucoup de solutés qui sont solubles, donc ça va déjà assurer une grande variété possible. Mais on a aussi vu que l'eau était donneur et accepteur de protons, avec l'acide ou la base conjuguée qui ne sont pas des acides ou des bases trop fortes, donc pas trop corrosives, si vous voulez. Et en plus, on a aussi, c'est ça, les acides et les bases modérées. Et alors, qui assure la stabilité des structures des macromolécules et la stabilité des complexes d'association, on a vu ici, comme c'était une molécule petite avec peu de contraintes stériques, qui était donneuse et accepteuse de liens H, et comme il y avait cet effet hydrophobe, l'eau, en tant que solvant, assure bien la stabilité tout en assurant la dynamique de ces systèmes. Alors, dernière chose qui est encore importante, c'est la question de la frontière, de la barrière. Je vous avais dit que si on voulait avoir une image d'une cellule minimale, il faut bien avoir cette frontière. Différents modèles sont avancés par les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie. Mais ici, l'eau va être quelque chose, évidemment, de nouveau extrêmement intéressant, parce que je vous avais montré la possibilité pour l'eau de former ces vésicules spontanément dans l'eau, de par, c'est de nouveau, l'effet hydrophobe. Donc, on a ici une cellule qui, en plus,
l'effet bulle de savon. Donc, quand vous savez, quand on pousse là dans les petites bulles de savon, à un moment, elle devient très grande, elle peut se diviser. Donc, on peut facilement imaginer que si on veut avoir cette réplication de la cellule, la barrière, la frontière peut et facilement se séparer, faire une mitose, comme lorsque les cellules se séparent. Donc ici, l'eau répond aux critères, les critères minimums qu'il faut. Alors, c'est intéressant, mais on se dit, mais qu'en est-il des autres solvants? Alors, on va prendre les autres solvants qui sont cités, dont on voit des traces dans l'univers, où on cherche et on dit, ah, on a vu des lacs de méthane, on a vu, il y a de l'ammoniac. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de l'eau dans l'ammoniac, qu'il y ait de l'eau dans des lacs de méthane? Alors, on va commencer par l'ammoniac. Donc, l'ammoniac aussi abondant. Donc là, c'est aussi fait partie, c'est azote et hydrogène. Donc, pas de problème au niveau de l'abondance. Abondant, c'est également un bon solvant. Donc, il solubilise quand même pas mal de solutés différents. Est également un accepteur et un donneur de lien H, mais pas aussi bon que la molécule d'eau, et a aussi une bonne gamme de température liquide. Donc, toutes ces caractéristiques-là, l'ammoniac l'a également. Par contre, c'est liquide seulement à des très très basses températures et à haute pression. Il y a un faible donneur et accepteur de lien H. Moins versatile aux interfaces que les molécules d'eau. Le NH3 étant plus grand, il ne va pas pouvoir faire tous ces liens qui sont là. Et surtout, un très très faible effet solvophobe. Donc, certaines caractéristiques qui sont favorables, mais toute une autre qui ne le sont pas. Le méthane, alors là, le méthane ne solubilise pas grand-chose à part les molécules apolaires. Donc, s'il y a une chimie, la chimie ne sera vraiment pas très riche. Et en plus, il n'y a pas d'effet solvophobe, mais alors elle n'a vraiment pas d'effet solvophobe, est de nouveau seulement liquide, à basse température et pour une petite gamme de pression. Donc, on pourrait imaginer évidemment une vie à des pressions beaucoup plus élevées pour qu'on soit dans un solvant liquide, mais ici même, les gammes de température restent très très petites. Et dernier solvant, qui est parfois avancé, c'est le formamide. Alors, le formamide, c'est également un bon solvant, et également une grande constante diélectrique et accepteur et donneur de lien H, mais des moins bons donneurs et accepteurs de lien H, certainement moins versatiles aux interfaces, quand même une molécule beaucoup plus imposante que H2O, une chimie qui est beaucoup moins riche que la chimie qui est possible dans l'eau, et à nouveau, pas d'effet solvophobe. Donc, en conclusion, ce que je voulais présenter ici, c'est que l'eau est bien plus qu'un solvant. Donc, l'eau est un solvant, mais c'est aussi un réactif, donneur, accepteur de lien H, transporteur de ce fait, un réactif, donneur et accepteur de protons, donc un transporteur de protons. C'est également un constituant de ces macromolécules, parce qu'il va venir jouer le lien entre ceux-là. C'est également une marieuse moléculaire. Donc, de par toutes ces caractéristiques, l'eau est sans aucun doute unique. Alors, bien que des nombreux, on ne peut pas le garantir, on ne peut faire que des hypothèses, on est en train de réfléchir, mais il y a quand même des nombreux arguments qui plaident pour que l'eau soit le solvant de toute forme de vie. Et j'aime bien terminer avec une partie de l'introduction de l'étendue de notre ignorance dans un livre d'Odile Jacobs qui est sorti en 2009, c'est que il n'est nul besoin d'aller chercher des exemples compliqués pour atteindre les limites de notre ignorance. L'eau, ce liquide omniprésent, essentiel à la vie, est loin d'avoir révélé tous ses secrets, qu'il s'agisse des propriétés physiques de l'eau pure ou des propriétés physico-chimiques précises qui en font l'eau, le solvant qui a permis l'éclosion de la vie. Et je vous remercie pour votre attention. Moi, j'aurais peut-être une question. C'est dans la manière dont s'agencent vos travaux, parce que là, j'ai compris que vous aviez un point de vue de chimiste sur ce propos. En termes d'équipe, est-ce que vous travaillez avec d'autres disciplines aussi? Est-ce que vous disiez que vous étiez intéressé sur les questions d'émergence de la vie? Et donc, voilà, je me demandais comment ça se passait en termes d'organisation de recherche. Moi, je crois que dans toutes les questions qui sont émergence de la vie, d'abord, on discute souvent, Hervé, Emmanuel et moi, donc c'est vrai qu'il y a toutes ces questions, c'est des questions parfois un petit peu philosophiques également de ce côté-là, mais les recherches que nous faisons, c'est vraiment essayer de comprendre les interactions entre des molécules d'aujourd'hui également qui permettent de compléter. Mais c'est sûr, toutes ces questions, c'est quelque chose qui est extrêmement /trans/interdisciplinaire, également avec des biologistes pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Avec en plus la question extrêmement importante, si on veut vraiment retourner sur la question de
quelles ont été certaines étapes plausibles pour l'émergence de la vie, il faut toujours se remettre dans des conditions qu'on appelle plausibles, des conditions plausibles à cette époque-là. Moi, ici, je suis déjà bien plus en avant. Je pars du principe qu'il y a de l'eau liquide et que dans cette eau liquide, pourquoi est-ce qu'il fallait de l'eau liquide et pourquoi est-ce que ce n'était pas du méthane liquide ou de l'ammoniac liquide. Donc moi, je suis déjà bien plus en avant. La Terre, elle est froide, il y a de l'eau. Si on regarde l'origine de la vie, l'eau est arrivée, qu'elle soit arrivée par les comètes, qu'elle soit arrivée par dégazage des roches, l'eau est là. Donc je suis des milliards d'années plus en avant que certains de mes collègues qui ont parlé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que dans ce cas, je vous demanderai un complément par rapport à ce que vous venez de dire avant de prendre moi-même la parole. Parce que quand je vous écoutais parler, au contraire, j'aurais cru que vous vous citiez bien en amont, par exemple, par rapport à ce que disait Hervé Cotin ce matin, alors que là, de ce que j'ai l'air de comprendre, parce que, enfin, comment dire, en fait, là, il ne s'agit même pas de réfléchir à comment sont construites les différentes formes de biomolécules, etc. Là, on est vraiment au terme des conditions initiales. C'est vrai peut-être que les molécules organiques et l'eau, les deux devaient venir ensemble. C'est vrai que s'il faut... Mais bon, il y a les molécules organiques. Si on regarde l'exemple des expériences qui ont été faites où on irradie avec de la lumière, qu'elle soit circulairement polarisée ou pas, des glaces cométaires. Donc, c'est encore loin d'être de la vie et ces molécules sont là. C'est juste la preuve qu'on puisse faire des molécules organiques. Oui, donc je crois que eau, j'ai peut-être été un peu trop rapide, eau et molécules organiques, tout ça doit venir en même temps pour qu'il y ait de cette vie. De toute façon, les schémas sont tellement complexes qu'il y a des focus différents. Alors, la question qui nous occupait était de savoir la vie pourrait-elle se construire sans eau. Donc, je me permettrai de faire référence à l'exposé de ce matin, du fait que vous-même, vous y avez fait pas mal de références. Ici, on se situe vraiment d'un point de vue de chimiste. Même d'ailleurs, je note que vous n'avez même pas parlé de biochimie, vraiment de chimiste pur. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi extrêmement intéressant de voir comment, au sein même du champ de l'exobiologie, vous vous êtes situé vous-même. C'est marquant dès la manière dont vous définissez la vie. Puisque alors que ce matin on avait souci des capacités physiologiques et réplicatives des entités en jeu, ici on ne parle pas tant de comment définir la vie, mais quelles sont les conditions propices à la vie. Et pour ce faire, vous en citez trois. La question des frontières, pouvoir distinguer un dedans d'un dehors, donc distinguer les êtres vivants de leur milieu. On n'est même pas de la question du milieu intérieur ou pas. Une question de chimie. Donc il faut qu'on soit face à des entités qui puissent se dupliquer, qui puissent se transformer, qui puissent aussi produire ou alors consommer de l'énergie. Et ensuite, il nous faut un solvant. Qui sera appréhendé dans des questions notamment de concentration et de cinétique. C'est pour cela que l'objet qui nous intéressait vraiment aujourd'hui était la question de l'eau. En amont, vous avez parlé des éléments très grand public de la NASA à chaque fois où le commun des mortels fait cette association entre s'il y a de l'eau, alors il y a de la vie. Tout l'exposé a bien montré que ce n'est pas si simple et que certes, l'eau peut être une condition initiale, mais bien sûr, elle n'est pas suffisante. Il n'empêche que, quelle est la spécificité de l'eau par rapport à d'autres solvants ? Pour ce faire, il s'agit donc d'établir une liste de critères pour voir dans quelle mesure est-ce que l'eau est un solvant plus concluant pour s'intéresser aux questions de l'origine de la vie par rapport à d'autres types de solvants comme le méthane ou l'ammoniac. Pour ce faire, vous citez un ensemble de critères que je ne ferai que reprendre. Là, il faut que ce solvant soit abondant, qu'il soit liquide, sous forme d'état liquide dans un grand nombre de conditions, qu'il puisse dissoudre beaucoup de solutés, qui puisse jouer un rôle dans une grande variété de transformations chimiques, qui puisse participer à des assemblages moléculaires stables. Et donc la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'eau, d'abord, répond à ces critères, et ensuite dans quelle mesure est-ce que l'eau répond mieux à ces critères que d'autres solvants. La démonstration a été
clair comme de l'eau de roche. Et à partir de là, l'eau, on voit que l'eau est un solvant qui semble extrêmement donc, adéquat au regard de ces critères pour être une condition abiotique nécessaire à l'émergence de la vie. Puisque donc c'est notamment un très bon réactif et notamment aussi qui joue un rôle moteur dans ces questions. Donc finalement, en fait, l'unicité de l'eau et l'unicité donc de ses propriétés chimiques sont des critères nécessaires à l'émergence de la vie. Et dans ce cas-là, on pourrait faire presque un parallèle entre l'unicité de ce composant, tout comme l'unicité de la vie qui sera après, enfin qui en partie permettra d'émerger de ces conditions initiales. Merci beaucoup.